Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Je suis ici, coucou Armel, bonjour tout le monde. Bonjour Armel, bienvenue. Merci beaucoup. Donc je suis ravi d'accueillir Armel une nouvelle fois, ça fait déjà plusieurs fois qu'on Welcome se Armel for a rencontre. second time. Sorry. Voilà, tout est calé maintenant, je pense. Donc Armel, on s'était déjà rencontrés justement alors que j'étais au à l'époque du Népal, voilà, avec Ramchandra, quand il y a eu ce premier sommet autour de l'éducation démocratique. Et puis, il y a eu la méditation là au mois de mars. Et beaucoup de gens ont beaucoup aimé la méditation. Donc, je vous invite à la retrouver sur le canal YouTube en français. Vous pouvez retrouver la méditation de Armel, qui invite à rencontrer ses enfants d'une façon différente. Voilà, donc Armel fait beaucoup de choses, elle voyage beaucoup aussi, entre la France et le Canada et la Belgique, puis d'autres, peut-être ailleurs aussi, je sais pas. Elle donne des formations autour de la connaissance de soi et surtout avec le mouvement. Et la parentalité consciente d'ailleurs. Et la parentalité consciente, et c'est cela dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est le plus approprié par rapport à un sommet de l'éducation, c'est cette parentalité consciente. Tout à fait. Et je suis ravi de t'accueillir, ravi que tu sois là avec nous et ravi que tu nous partages toute ton expérience autour de la parentalité qui est très intense. Je ne sais pas si Satyana est restée parmi nous parce que elle aimerait beaucoup entendre ce que tu as à dire, mais apparemment elle est partie. En tout cas, merci beaucoup, Armel. Tu as 1h30 devant toi. Bon, je reste avec toi pour gérer un peu les questions et tout ça, mais tu gères ton temps comme tu veux. Ok, super. Merci beaucoup, Abel. Et bonjour tout le monde. Merci d'être là et de prendre à cœur l'éducation, le lien à l'enfant, la relation à l'enfant. Peut-être que j'ai envie
Tu veux partager des choses? Ben non, juste de vous lire le sujet de mon intervention, en fait, tout simplement, parce que ça introduit vraiment ce dont je vais parler. Donc, le thème de la conférence de cet après-midi, c'est « Être parent ou enseignant, un chemin d'élévation spirituelle pour tous ». Grandir ensemble est la maxime de mon approche de la parentalité consciente. En effet, qui ne peut dire que depuis qu'il est devenu parent, il n'a pas grandi et appris de ses enfants, que l'enseignant n'a pas appris de ses élèves. Je propose en effet de renverser le paradigme d'éducation pour aller vers l'élévation de chacun des membres de la famille ou de la classe. Et je pense que c'est par l'humilité de l'adulte qu'une autre possibilité dans la relation est possible. Est-ce que l'amour n'est pas ce qui est le plus important finalement? Et je vous lis ça parce que ça introduit vraiment ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que pour moi, il est clair que la relation parent-enfant, aujourd'hui, doit prendre une nouvelle tournure. C'est vraiment, ou même enseignant-élève, c'est vraiment une invitation à une prise de conscience que on est tous un. La réalité, la vérité de notre nature, c'est qu'on est un. Et dans cette réalité, eh bien, on peut reconnaître que l'enfant n'est pas un petit qui naît complètement vide, mais c'est déjà la conscience elle-même qui s'exprime au travers de ce petit individu. Et je trouve que quand on a cette approche de voir que souvent notre enfant est miroir de ce qui se vit en nous, ou que l'élève est miroir de ce qui se vit en nous, ça nous permet vraiment de voir les choses dans notre espace et d'une autre possibilité. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à faire ce basculement, en fait. C'est-à-dire de voir un peu quel est votre rapport à votre enfant, quel est votre rapport à vos élèves, et de voir quel est le positionnement que vous avez. Et pour ça, ça va m'inviter à aussi vous parler du rapport à l'autorité. Parce que, justement, Abel disait que je donne pas mal de formations, et la formation qui aujourd'hui est la plus présente dans ma vie, c'est une formation pour que des gens deviennent des accompagnants en parentalité consciente. Donc, je forme des gens à accompagner les parents sur un autre chemin de la relation à l'enfant. Et dans cette formation, il y a énormément de choses qui sont passées, et en seulement 7-8 mois, les gens ont vraiment vécu des transformations assez profondes. Et ce qui me touche beaucoup, ce qui s'est passé dans notre dernière partie de formation qui a été il y a 15 jours, c'est que les gens qui étaient, les participants qui étaient présents, il y en a une qui m'a écrit et qui m'a dit qu'elle avait toujours eu des problèmes de cadre, des problèmes pour poser ses limites avec ses enfants, des problèmes pour se faire entendre, se faire écouter. Et là, elle disait que suite à tout ce qui s'était vécu dans l'intensif, dans les 3 jours de présentiel, elle arrivait à poser des choses avec ses enfants, avec un de ses fils, et qu'il n'y avait plus tous les retours habituels, essayer de dépasser les limites, essayer de tester et tout ça. En fait, quand elle est positionnée à l'endroit juste, eh bien son enfant sent ça et donc il suit sans aller puncher dans les limites qu'elle pose ou dans le cadre qu'elle pose. Et je trouve que ça, c'est vraiment important, parce que je crois que ce que j'entends le plus, c'est dans les questions, par exemple, c'est comment je fais écouter mon enfant, comment je fais pour que mon enfant fasse ce que je veux, comment je fais en sorte pour poser un cadre, comment je me fais entendre, et tout ça, je pense que ça part vraiment d'un endroit, c'est que il faut qu'on se rappelle que tant que notre relation à nos parents n'est pas claire et n'est pas fluide et a des petits accros à certains endroits, et que pour nous c'est difficile de nous positionner aussi par rapport à votre boss dans votre entreprise, ou par rapport à l'autorité, par rapport au gouvernement, ce genre de choses-là, vous allez retrouver cette situation-là dans votre relation avec vos enfants ou vos élèves. Et ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est vraiment d'aller questionner quel est mon rapport à l'autorité.
Parce que si vous avez un rapport à l'autorité où pour vous c'est dur de rentrer dans un cadre, c'est dur de faire confiance à l'autorité, c'est dur de sentir la justesse de l'autorité et que vous voyez tout ça comme une imposition sur vous ou comme quelque chose d'autoritaire, vous allez avoir du mal à vous positionner dans une autorité juste, qui est juste de la justesse, qui est l'écoute de la vie, l'écoute du vivant, et qui n'est pas quelque chose d'autoritaire. Et donc, ça va être très difficile de poser un cadre, ça va être difficile de mettre des limites, ça va être difficile d'être véritablement qui vous êtes, parce que vous allez toujours vaciller en fonction de ça, pour quelque part être aimé. Et donc, je pense véritablement que quand je dis un chemin d'élévation spirituelle pour tous, eh bien, c'est que, en effet, pour votre enfant, c'est une façon d'apprendre qu'il est aimé tel qu'il est et qu'il ne doit pas correspondre à quelque chose pour vous faire plaisir ou pour être aimé. Et pour vous, c'est d'apprendre la même chose, en fait. Pour lui, c'est d'avancer en sachant ça, et pour vous, c'est de défaire toutes les croyances qui vont à l'inverse de ça, et du coup de vous inviter vraiment à vous repositionner dans un axe vertical avec le divin, avec Dieu, où vous voyez que être parent, c'est simplement apprendre à écouter Dieu à chaque instant pour amener votre enfant à devenir qui il est et pas qui vous pensez qu'il doit être. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante dans cette relation, c'est de se rendre compte qu'on est juste là comme des guides. On est des expressions du divin qui sommes là pour accompagner nos enfants dans le fait d'exprimer eux aussi leur vraie nature au travers de la forme qui va être la plus appropriée pour eux. Et on n'est pas là pour les pousser à devenir quelqu'un en particulier, mais pour vraiment laisser émerger ce qui sommeille en eux, ce qui est juste pour eux et qui ils ont envie d'être. Et donc, l'approche que j'ai développée de parentalité consciente, c'est vraiment de voir que je ne sais pas ce que c'est d'être un parent. Je ne sais pas ce que c'est d'être un enfant. Mais quand je me laisse être dans cet endroit où je ne sais pas ce qui doit être, je peux demander à la vie, je peux demander à Dieu, je peux écouter et suivre ce qui est donné à chaque instant. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel parce que c'est ça qui ouvre une autre possibilité pour cette relation. Une possibilité qui ne vient plus de nos conditionnements, de notre éducation, de ce que la société dit, mais qui vient de comment mon cœur s'exprime à cet instant-là. Quelle est l'énergie qui me traverse maintenant, avec quoi j'entre dans la relation avec mon enfant. Est-ce que je rentre du boulot complètement épuisé et indisponible avec encore tout le passif de ma journée ou tout l'imaginaire de ce que je dois faire pour le lendemain, avec la pression du temps et avec le manque de disponibilité et de temps pour mon enfant? Parce que si j'arrive avec ça et que mon enfant est difficile, qui crie, qui saute dans tous les sens et qu'il est intenable, je ne dois pas être étonnée et ce serait intéressant que j'arrête de me positionner en tant que parent, j'arrête de me positionner en croyant que c'est lui qui a un problème et que je m'arrête simplement un instant. Que je m'arrête un instant et que je revienne à cet instant pour juste être. Prendre le temps et prendre l'habitude dans ma relation avec mon enfant, quand il se passe quelque chose qui n'est pas confortable et qui n'est pas agréable, de prendre un temps pour me décoller de ce qui se passe chez lui pour revenir chez moi. Et quand je suis chez moi, de juste de nouveau revenir dans cet instant, le moment présent, qui est un moment qui se trouve hors du temps, qui n'est pas un temps entre le passé et le futur. Le moment présent, c'est un instant où le temps s'effondre, la ligne de temps s'effondre complètement, et ici, il y a être. Ici, je suis. Et dans cet espace-là, dans cet espace je suis, dans cet espace d'être, il n'y a plus mon enfant et moi. Il y a être. Et tout est inclus dedans, sans aucune séparation. Et cet espace d'être, je l'appelle aussi, et j'aime l'appeler le bouton reset, parce que quand je prends l'habitude de revenir ici et que je me pose ici, j'ai la possibilité de choisir à nouveau vers où j'ai envie d'aller
ce que j'ai envie de donner et ce que j'ai envie de créer. Je peux faire un nouveau choix par rapport à qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans la relation ici et maintenant. Dans cet instant-là, de voir, ok, qu'est-ce qui émerge? J'ai envie de paix, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'harmonie, et je ne sais pas comment faire la paix, je ne sais pas comment faire l'amour, je ne sais pas comment faire l'harmonie. Parce que faire la paix, faire l'amour, faire l'harmonie, ce n'est pas un faire. Donc je ne sais pas comment faire ça, je ne sais pas comment faire en sorte que ça se passe. Mais dans le choix de ce moment présent, dans le choix d'être, et de choisir la paix, l'amour ou l'harmonie, je peux simplement voir qu'est-ce qui va émerger parce que ce choix change l'énergie que je suis. Si l'énergie que je suis change, mon enfant va réagir différemment parce que, rappelez-vous, nous sommes un et non pas deux. Si je ne suis plus dans l'énergie de stress, de pression du temps, d'indisponibilité, d'être dans mes pensées au lieu d'être présente dans l'instant, eh bien forcément, mon enfant le sent et lui n'est plus non plus dans son stress, dans son énervement, dans essayer de pousser des limites parce que simplement, je suis complètement présente à lui. Et dans cette présence totale à l'autre, à l'enfant, il y a une sécurité qui se crée pour lui. Et donc, il n'a pas besoin de venir taper dans les murs, secouer les portes et s'assurer que je suis bien là parce qu'ils sont en sécurité. Il sait que je suis là quoi qu'il se passe. Et je suis convaincue que la plupart des enfants qui sont difficiles sont des enfants qui en fait sont insécures et ils ne sont pas difficiles, mais ils cherchent la sécurité. Et donc, ils viennent se confronter à vous, ils viennent se confronter à des limites parce qu'ils cherchent des limites pour vous trouver. Et ils cherchent des limites pour vous trouver parce que bien souvent, vous n'êtes pas là. Vous êtes perdu dans les pensées, dans le quotidien, et donc pas pleinement présent. Et il n'y a que dans la présence de ce moment présent que vous êtes pleinement là, et donc que votre enfant peut sentir en effet que vous tenez debout. Et si vous tenez debout, alors il est en sécurité. Tant que vous ne tenez pas debout, votre enfant ne se sent pas en sécurité. Et donc, c'est intéressant de voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la relation parce que c'est évidemment ça qui va faire tam. C'est comme un boomerang, en fait. Vous lancez le boomerang et il revient. Vous arrivez avec une énergie, c'est celle que vous recevez et c'est votre enfant qui la manifeste et qui l'exprime. Et donc, vous remettre en question en tant que parent ou en tant qu'enseignant, plutôt que de toujours remettre l'enfant en question, c'est une chose absolument essentielle. Et à cet endroit-là, dans ce nouveau choix de je choisis l'harmonie, je choisis la paix ou je choisis l'amour, je ne sais toujours pas comment faire en sorte que ça se passe, mais l'énergie que je suis et avec laquelle j'entre à nouveau dans la relation va faire que c'est ça que je vais recevoir. Et donc, l'enfant qui était énervé, probablement va se calmer. Et s'il ne va pas se calmer, vous allez avoir l'espace pour le recevoir dans son excitation. Et parce que vous allez avoir l'espace, vous n'allez pas crier, vous n'allez pas vous énerver, vous n'allez pas lui dire d'arrêter. Et de toute façon, votre énergie va venir comme danser avec son énergie et il y a quelque chose qui naturellement va commencer à s'harmoniser. Et c'est pas un faire, c'est un être. C'est être l'amour, c'est être la paix, c'est être l'harmonie. Et c'est surtout être assis dans votre bas-ventre, être assis dans ce que moi j'appelle cette autorité intérieure, qui est vraiment être dans votre assise, dans votre être. Et à cet endroit-là, l'enfant sait que vous êtes présent. Et quand il sait que vous êtes présent, il est sécure. Et il n'a plus besoin de courir dans tous les sens. Et ça reste un enfant, il a besoin de se dépenser, il a besoin de s'exciter, mais c'est plus du chaos en fait, c'est de la vie. Et c'est plus énervant pour vous parce que vous êtes centré, vous êtes présent, vous êtes ajusté, vous êtes dans cette justesse de l'être. Et votre enfant, dans son jeu, dans ses cris, dans tout ça, il est revenu à cet endroit-là aussi parce que ça s'est harmonisé. Et donc c'est intéressant de voir là où on va justement aller souvent dans la projection, dans le blâme, dans la recherche d'une solution dans la forme,
alors que pour moi, la seule solution qui soit dans tout, c'est de revenir dans l'être, se positionner à cet endroit-là, et de voir qu'est-ce que je choisis ici. Qu'est-ce que je choisis ici et maintenant pour cette relation? Et partir de cet endroit-là pour aller vers. Peut-être s'il y a des enfants, ou des parents ou des enseignants qui sont présents, si vous avez envie de partager un peu votre expérience par rapport à ce que je dis ou de poser des questions, évidemment, vous êtes les bienvenus. C'est avec une grande joie d'interagir à ces endroits-là et de pouvoir voir comment vous dansez de votre côté avec vos enfants ou vos ados ou même vos enfants adultes. Ou si vous êtes enseignant, et aussi de voir comment ça se passe dans la classe et qu'est-ce que vous auriez envie de mettre en place de différent de ce que vous vivez. C'est toujours tellement riche de pouvoir être dans cet échange et cette discussion. Et peut-être que pour vous laisser le temps aussi d'être avec vos questions, je pourrais juste proposer un petit instant justement pour revenir à cet instant, laisser le temps, l'espace qui vous pensez être, laisser tout ça quelque part s'effondrer comme dans un entonnoir, ça revient en vous, de l'extérieur, vous voyez que ça part des bords et ça revient en vous, au cœur de vous-même. De vous laisser vous poser ici et de sentir que tout ce qui était en périphérie revient au centre et revient en vous. Et laissez tout ce qui était dans votre tête descendre dans votre cœur et que toute l'attention qui était dans la tête descende dans le cœur. Que toute cette attention continue et descende dans le ventre et de sentir que vous êtes posé ici et maintenant. Je vois Anaïs qui dit « Bonjour, ça a toujours été plus facile pour moi avec mes élèves qu'avec mes enfants. » Ben oui, je peux comprendre évidemment de manière générale qu'il affecte, et il y en a toujours plus avec ses enfants qu'avec ses élèves. Dès qu'il y a de l'affect, se rejoue aussi tout ce qui n'est pas clair en nous. Et pour moi, se rejoue souvent ce qui n'est pas clair dans notre relation avec nos parents. Et donc, tout ça vient se confronter et il va y avoir beaucoup plus dans son intimité, dans son espace d'intimité, donc enfants, compagnons, parents, beaucoup plus de difficultés et de peur de ne pas être aimé qu'à l'extérieur, même si c'est présent également. Ça va être assez différent. Donc, je trouve ça toujours intéressant de voir qu'est-ce qui émerge. Qu'est-ce qui est là quand c'est fluide, par exemple, tu pourrais regarder à ça. Qu'est-ce qui est présent ou qu'est-ce qui est absent dans la relation avec les élèves et qui par contre, et puis par contre, aller voir qu'est-ce qui, avec tes enfants, est présent ou absent. Et donc, souvent, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un rôle qui est joué à ces endroits-là. Et bien souvent, dans le rôle de parent, pour moi, c'est quand on croit qu'on est le rôle qu'on joue, et puis c'est vraiment ça que moi j'ai vu dans l'expérience que j'ai vécue avec la mort de mon fils, c'est que quand mon fils est décédé, comme c'était mon seul enfant, je croyais que je n'étais plus mère, et de cette perte identitaire est né, tout cet éveil de conscience et tout le chemin qui a été le mien après, puisque je croyais que ce que j'étais, c'était une mère.
Et donc, dans les semaines qui ont suivi, j'étais face à ce vide identitaire et j'étais face à cette question qui suis-je, mais aussi face à je ne suis plus une mère parce que mon fils n'est plus là et que pour moi j'étais devenue mère grâce à lui, il n'était plus là, donc je l'étais plus. Je ne savais pas, j'étais au balbutiement de découvrir ce qu'était une femme, je ne me sentais plus être une ado et donc je cherchais un rôle, je cherchais une définition pour savoir qui j'étais. Mais ce que nous sommes n'a aucune définition. Mais on se définit dans la société, on se définit par rapport au rôle qu'on joue, par rapport à notre genre. Je suis une femme, je suis un homme, je suis une enseignante, je suis une mère, je suis ci, je suis là, peu importe. Je suis une compagne, je suis une épouse, je suis un mari, je suis un fils. Et en fonction de tous ces rôles, il y a des conditionnements sociétaux, les conditionnements, on pourrait dire que c'est des accords non verbaux qui sont là de manière sociétale et puis des accords non verbaux qui sont là de manière familiale également et culturelle. Et donc on a tout ça qui nous empêche d'être pleinement qui on est dans l'expression du moment et la spontanéité de ce qui peut émerger dans cet instant, qui fait qu'on va rester dans une boîte avec une approche toute faite de ce que doit être un parent, mais aussi de ce que doit être un enfant, de ce que doit être un élève. Et donc, on va faire en sorte que notre image, que l'image qu'on a de ce qui doit être, matche la réalité. Et si ça ne matche pas la réalité, c'est là où on dit il y a un problème. Il y a un problème avec mes enfants, il y a un problème avec mes élèves, ou il y a un problème avec moi. Et ce qui est intéressant, et c'est là où je vous invite à travers de ce chemin d'élévation spirituelle qu'est la parentalité ou le fait d'être enseignant, qui pour moi est vraiment un défaire de ses rôles et donc un défaire de ses projections, de ses attentes et la possibilité d'une véritable rencontre de qui est l'autre, de qui est l'enfant, et par cela même une rencontre avec vous-même et avec qui vous êtes, au-delà de ces rôles, au-delà de ces croyances et de ces projections et de toutes ces attentes. Et donc ce qui est magnifique dans la relation, dans la parentalité consciente comme moi je la développe, c'est que l'approche vous invite à une véritable rencontre avec vous-même et à voir que aujourd'hui vous n'avez plus besoin d'aller dans un ashram pour vivre un chemin spirituel, même si ça peut être magnifique également. C'est que notre ashram, c'est notre quotidien. Et ici, le cas présent, c'est que notre ashram, c'est la relation avec l'enfant. Que vous soyez enseignant ou parent, votre chemin spirituel, c'est votre relation avec vos enfants à partir du moment où vous en avez. Et c'est dans cette parentalité consciente, dans cette envie de rencontre de votre enfant tel qu'il est vraiment, que vous allez vous rencontrer tel qu'il est vraiment. Et si je vous parle de ça, moi n'ayant plus d'enfants aujourd'hui, c'est parce que c'est exactement le chemin que mon fils m'a fait vivre, à travers sa mort et non à travers sa vie. Mais c'est dans la rencontre et c'est dans l'absence de son corps physique et la continuité de la communication qui s'est développée avec lui dans l'absence de son corps physique, dans la disparition, dans la mort de son corps physique, qu'en fait il m'a fait découvrir ce qui existait au-delà du corps, qui m'a fait voir ce qui ne meurt jamais. Et c'est en étant en lien avec lui à cet endroit-là, avec cette partie-là de lui, que je me suis rencontrée moi dans ma vraie nature aussi, dans cette partie-là de moi. Et c'est véritablement à cette même rencontre que je vous invite alors que vos enfants sont présents, parce qu'on n'a pas besoin qu'ils meurent évidemment pour se rencontrer à cet endroit-là. On a simplement besoin d'avoir envie de vivre l'amour par-dessus toute autre chose. Et je sais que le quotidien de parents n'est pas toujours facile parce qu'on a un quotidien, parce que il y a la pression du temps, parce qu'on court, parce que parfois il y a des pressions financières aussi, il y a beaucoup de choses qui sont là. Mais vous imaginez bien qu'un quotidien sans son enfant alors qu'on était parents, c'est pas facile non plus. Donc on a chacun quelque part son chemin par rapport à la parentalité, qui n'est pas simple, mais il est possible si on le veut. Et quelque part dans la chance, entre guillemets, que j'ai eue dans la mort de mon fils, c'est que j'ai vraiment vu la préciosité de la vie
la préciosité de chaque instant avec ses enfants et de par ce fait-là, la préciosité aussi de la relation avec l'enfant, la préciosité de l'enfant dans votre vie à chaque instant. C'était en n'ayant plus mon fils que j'ai vu encore plus combien c'était précieux quand ils sont là. Et j'ai eu l'opportunité la semaine dernière de passer du temps avec le fils de mon amoureux, qui a 5 ans, pas mon amoureux, son fils évidemment. Et c'était absolument magique parce que j'ai passé un moment fabuleux. Je jouais avec lui dans le jardin. Et enfin, on avait d'abord fait un puzzle, et puis une fois que le puzzle était fini, évidemment, il y avait autre chose qui devait se mettre en place, et puis après ça, il y avait autre chose qui devait se mettre en place. Et on s'est retrouvés à jouer sur un gros mousse qui saute et qui rebondit, et puis on courait autour du mousse, et il me courait après, il me courait après, il me courait après. Et vous savez, en tant qu'adulte ou en tant qu'ado, même parfois, on peut avoir tendance à vite en avoir marre de faire répétitivement la même chose. Et donc après 10 minutes à courir comme ça, il y a un moment où j'ai vu la pensée qui venait de « Ok, maintenant, c'est bon, j'ai juste envie d'arrêter. » Et je me suis dit, c'est intéressant parce que lui, il riait comme un fou et il riait aux éclats de simplement me courir après. Et puis de temps en temps, on glissait sur le gros mousse et c'était marrant comme tout. Et lui, il riait aux éclats et je me suis dit, mais si je faisais comme lui, et si moi, je me laissais complètement rire aux éclats, tomber quand on tombe, me relever quand on me relève, et puis je cours et il y a pas de fin, il y a pas de moment, il y a pas de temps, il y a rien. Et donc, il m'a vraiment invité à être dans le même espace que lui était, d'une façon encore plus prononcée en jouant avec lui. Et quand j'ai lâché tout, j'ai ri, et on a joué, je ne sais pas combien de temps on a joué à ça. Ça n'a plus duré très longtemps après, mais c'était trop beau de me joindre à lui dans cette innocence totale de l'instant, dans la spontanéité de ce qui se vit, sans temps, sans âge, et simplement être dans ce rire qui est mais d'une innocence et d'une insouciance totale, et de voir ce que ça crée dans notre relation aussi, d'être si liés et d'être complètement dans le moment en fait. Et véritablement, les enfants, ce à quoi ils nous appellent, c'est à ça. C'est à lâcher l'idée de ce qui doit se passer après, à lâcher toutes nos idées qu'on a par rapport à ce qui doit se passer dans l'instant, par rapport à qui on croit être, par rapport à oui, ok, ça fait 10 minutes, c'est bon, par rapport à on va quand même pas répéter la même chose pendant des heures, etc., ou même par rapport à la fatigue. Oui, lui, il a 5 ans, il peut courir comme ça, mais moi, j'en ai 45 et je peux pas courir comme ça. C'est faux, en fait. C'est toutes ces idées-là qui viennent nous couper de l'instant, qui viennent nous couper du lien, qui viennent nous couper de l'amour et de la spontanéité de ce qui veut naître dans l'instant. Et pour moi, les enfants, quel que soit l'âge qu'ils ont, parce que là, je vous parle d'un petit de 5 ans, mais ça a été la même avec la grande de 16 ans, ou c'est la même chose avec ma filleule qui en a 19, ou c'est la même chose si vous avez des enfants qui ont 25 ou même 30 ans. Si vous les regardez avec cette même spontanéité et cette même innocence et juste cette envie d'être avec, cette envie d'être avec eux, il y a la même possibilité qui naît à cet instant-là. Je vais lire ce que Skripa. C'est intéressant au partage de relier le fait d'être mère parce que l'on a un enfant ou on ne l'a plus. Sean, mon fils, 32 ans, est reparti en novembre. Ou d'être femme parce que on n'est ou pas en couple. Merci, ça propose de belles prises de conscience, y compris dans ton échange sur la communication avec cette part d'éternité. C'est cette communication qui m'a épargné de l'illusion de la séparation. Ce qu'Armel décrit, c'est la rencontre d'être à être, et lorsque l'on a touché cela, plus rien ne peut l'effacer. Tout à fait, Paz. Oui, exactement. Et en fait, on n'est pas femme parce qu'on est en couple, on n'est pas femme parce que on a un corps qui est féminin ou on n'est pas homme parce qu'on a un corps qui est masculin. On est ce qui est dans l'instant avec l'expression, et si on vit de manière énergétique et dans l'écoute de la vie à chaque instant, il y a de toute façon quelque chose qui naît naturellement
selon la forme qu'on a. Mais on n'a pas besoin de pour autant se définir en tant qu'homme ou femme, maman ou papa, épouse ou compagne ou compagnon ou fils ou fille. Il y a ce qui est dans l'instant. Et quand on arrête de se définir à ces endroits-là, eh bien, peut alors émerger la spontanéité de l'être qui est dans cet instant-là. Et là, il y a une vraie rencontre qui se passe. Avec grand plaisir, Paz qui dit 100% sur la même longueur d'onde. Merci Armel infiniment. Tout à fait. Et c'est vrai que quand il y a cette rencontre d'être à être qui naît, qui s'inspire de cet instant, vous n'êtes plus jamais le même. Vous ne pouvez plus jamais voir vos enfants de la même façon. Bien sûr, le quotidien peut toujours vous rattraper et bien sûr, il peut toujours y avoir ce qui émerge dans l'instant, mais vous allez le voir à un moment ou à un autre et il y a alors quelque part cette danse, mais aussi cette pulsation, ce battement de cœur qui est contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, expansion. Et ce battement de cœur, c'est la vie. Et la vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est des moments de contraction. Donc, je crois que je suis un rôle. Et puis, des moments d'expansion, je me laisse être tout simplement. Je crois que je suis un rôle. Je peux même revenir dans la souffrance ou me limiter. Et puis, il y a l'expansion. Je suis qui je suis. Et en fait, ce battement de cœur va de plus en plus se libérer. Et donc, quelque part, cette contraction peut toujours se passer, mais ne plus être dans la contraction identitaire et d'un rôle, mais simplement dans ce mouvement naturel qu'est la vie. Et qu'est ce battement et cette pulsation d'être. Et donc, cette contraction ne doit plus être une identité. Et ne doit plus être une souffrance, en fait. Dominique dit, j'entends que tu décris ce que j'appelle la part impérissable de l'être humain. Oui, tout à fait, Dominique, c'est vraiment notre partie mortelle, en fait, ce que nous sommes en essence, ce qui n'est jamais né, ce qui ne mourra jamais, ce qui simplement est, et qui est chez moi, qui est chez toi, Dominique, qui est chez Paz, et qui est chez mon fils, qui est chez Sean, le fils de Paz, et qui est au-delà de tous, qui fait que nous sommes un, quelle que soit notre ethnicité, quel que soit notre âge, quel que soit notre genre, quelle que soit notre nationalité, la partie du monde dans laquelle on vit, on est tous un, on est tous unis. Et ce qui est intéressant ici, c'est de ne pas vivre ça comme quelque chose d'intellectuel, ce que je peux souvent voir dans le milieu spirituel, on est tous un, on a la même source, donc on devrait tout accepter. En fait, on ne se connaît pas, mais on a la même source, donc on devrait quelque part dire oui à tout. Non, pas du tout. Voir qu'on a la même source, c'est quelque part permettre de voir l'autre comme aussi cette invitation à l'élévation spirituelle. L'autre me renvoie aussi à qui je suis et à mon expression et aux endroits contracté et douloureux encore dans mon être, qui demande en fait à être rencontré pour pouvoir retrouver cette pulsation naturelle et se libérer, retrouver cette pulsation, cette liberté naturelle qui nous sommes en fait. Et donc c'est intéressant de voir ça aussi parce que pour moi la relation amène véritablement à cette rencontre. Et à voir que tout n'est pas problème, mais tout est une opportunité d'apprendre à pulser ensemble ou d'apprendre à danser ensemble et à retrouver ce mouvement naturel pour mieux être avec l'autre. Et c'est là où on trouve harmonie. On ne trouve pas harmonie parce qu'on est des êtres parfaits. Nous sommes tous des êtres imparfaits, mais notre nature, elle, est parfaite. Et dans cette imperfection, comment je rencontre tout ce qui émerge pour justement retrouver cette nature qui est parfaite. Et comment je laisse l'imparfait être touché par cette perfection de l'être que je suis, que vous êtes, que nous sommes, qui est un. Marie-Bernadette dit « Ta facilité à être semble si facile, mais pour moi c'est tellement difficile de rester dans l'être. Y a-t-il un truc pour que ce soit plus souvent dans le temps ?»
Mais c'est ce que je disais, en fait, Bernadette, c'est vraiment voir que c'est une pratique, c'est un entraînement, c'est comme tout athlète, avant de devenir un expert dans son sport, avant d'aller aux Jeux Olympiques, il a fait des années et des années et des années d'entraînement. Et il ne s'est pas entraîné 1 heure par jour, il s'est entraîné quasi toute la journée, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, voire des années. Et pour moi, revenir à l'être, c'est la même chose. C'est je m'applique à chaque instant à être présent, à voir les moments où je ne le suis pas. Quand je me rends compte que je ne le suis pas, je reviens dans ce moment. Et donc là, par exemple, quand je suis dans le conflit avec mon enfant ou avec mes élèves, je reviens dans ce moment, non pas pour avoir raison et pour clôturer le truc, je reviens dans ce moment je prends l'opportunité du conflit qui se passe pour revenir ici et maintenant, lâcher toute croyance, toute identité, tout ce que je pense qu'il doit être, toute attente, toute projection, tout blâme, pour voir de quoi j'ai véritablement envie, choisir et revenir dans la relation avec ça. Et donc, évidemment, c'est un entraînement. Et oui, c'est facile pour moi aujourd'hui, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où ça dérape aussi. Évidemment, je continue à apprendre mon chemin, je continue à apprendre, je suis en chemin comme tout le monde. Mais évidemment, ça n'a plus rien à voir avec ce que je vivais ni il y a 2 ans, ni il y a 5 ans, ni il y a 10 ans. Et j'ai vécu dans une communauté spirituelle et j'ai été mariée dans ce désir aussi que notre relation soit véritablement une relation d'élévation et d'éveil à notre vraie nature. Et c'était tout ce qu'on pratiquait dans notre relation, tout ce que je vous dis. Et donc, j'ai eu des années de pratique à revenir toujours à l'instant, à revenir toujours à cette innocence, à choisir l'amour. Et bien sûr, ça n'a pas été comme ça dès le départ, magiquement. Ça a été une pratique qui s'est instaurée de plus en plus et installée et puis intégrée au fur et à mesure même de ces dernières années alors que j'enseignais et qui continue aujourd'hui dans des petits endroits encore où je peux voir où ça se passe, de venir me montrer des endroits où c'est pas encore complètement naturel et intégré et où je continue toujours à grandir, et même des endroits où c'est intégré et où la vie s'invite de façon différente et propose d'autres potentialités. Et c'est toujours intéressant de continuer à découvrir et d'aller voir ce qui s'invite à ces endroits-là. Et où est-ce que je peux encore grandir? Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Et peut-être aussi que ce qui a été juste pour moi pendant un temps et qui a été magnifique et une très belle expression, aujourd'hui, en fait, n'a plus de goût, n'a plus de sens. Et donc, il y a autre chose qui se propose et qui m'invite aussi à grandir à cet endroit-là, à laisser tomber de nouveau l'idée de ce que j'aurais, de comment les choses doivent se passer ou peuvent se passer, et de toujours continuer à grandir et évoluer. Et véritablement, pour vous donner ma vision de l'éveil, pour moi, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de figé, et c'est pas un endroit où on arrive un jour, parce que pour moi, on y est déjà. Il n'y a nulle part où arriver et on n'arrivera jamais plus loin que là où on est déjà de toute façon. Et en même temps, il y a un mouvement d'évolution conjointe et constant qui se passe à travers la globalité, à travers l'être qui s'exprime de 8 milliards de façons. Et donc, en tant qu'Armelle, ne peux cesser d'évoluer de toute façon, puisque je suis conjointe à ces 8 autres milliards d'individus qui sont sur cette terre. Et donc, l'évolution qui se passe de façon globale, c'est aussi une évolution. Et l'évolution, c'est aussi celle de ces 8 milliards d'individus. Chacun son rythme, chacun à sa façon. Et quand on est dans cette compréhension-là et qu'on voit qu'on a un rythme qui nous est propre à chacun et qu'on ne peut pas blâmer l'autre d'être qui il est et là où il est, ben j'ai envie de dire, là, c'est vraiment l'amour, en fait. Cette compréhension du rythme de chacun, de là où chacun se trouve, des difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie, offre une nouvelle possibilité, je trouve, pour notre monde et pour ce qu'on peut y créer et y vivre à partir d'aujourd'hui.
Donc le truc, Marie-Bernadette, pour simplifier et peut-être rendre les choses concrètes et pratiques, c'est vraiment déjà, je pense qu'il est essentiel d'avoir une petite pratique méditative. Pour moi, ça me semble vraiment important, qu'elle soit au travers du mouvement ou qu'elle soit assise dans le silence. Mais en tout cas, qu'il y ait une habitude de voir les pensées qui passent et d'arrêter de se prendre pour les pensées, de pouvoir vraiment se revenir dans l'arrière-plan de l'être, en fait, l'arrière-plan, ce qui reste quand plus rien n'est, quand aucune pensée ne passe, quand je ne pense plus être Armelle, quand pendant un instant simplement je ferme les yeux et je suis là. Qu'est-ce qui est dans l'espace entre deux mots? Qu'est-ce qui est dans le silence entre deux notes de musique? Bien, quand vous revenez de plus en plus à ça et que vous mettez de plus en plus, tu mets de plus en plus ton attention sur ce silence, sur cet espace, sur cet infini qui est hors du temps, le moment présent, eh bien, naturellement émerge alors l'expression de ton être dans cet instant-là qui n'a pas besoin de définition. Et donc, plus tu vas pratiquer ça et plus tu vas voir que ça va, que l'arrière-plan de conscience va devenir bien davantage l'avant-plan et donc ton expression beaucoup plus présente que toute l'identité en fait. Et donc ça va vraiment soutenir. Et plus tu pratiques ça, et plus tu vas voir en effet que il y a une danse qui se crée entre toi et l'autre, toi et le monde, toi et la vie extérieure. Et tu vas voir que, en fait, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et ça, c'est vraiment une pratique qui doit se faire au quotidien pour reconnaître en effet que nous sommes un. Et donc que l'autre, c'est moi. Et pour moi, c'est toutes ces choses, toutes ces vérités, tous ces pointeurs qui pointent vers la vérité de notre être, que nous sommes un, qui invitent à revenir encore et encore et encore à notre vraie nature et à voir que ce mouvement de identification, expansion, souffrance, expansion, contraction, expansion est en fait tout à fait naturel, c'est un cœur qui bat. Donc il n'y a pas je fais mal quand je suis contractée et je fais bien quand je lâche et que je suis dans l'expansion. Non, il n'y a pas de ça. Il y a une pulsation qui se vit, qui est absolument naturelle. Et dans cette pulsation, il y a dans chaque contraction une invitation à l'expansion. Et dans chaque contraction, une invitation à l'expansion. Et quand j'arrête de blâmer la contraction ou ma souffrance ou arrêter de croire que je fais quelque chose de mal quand je suis dans la contraction, eh bien, il y a alors une véritable détente qui se crée dans la contraction et donc cette contraction est expansion. Et c'est vrai, pour moi, c'est ça la pratique. C'est simplement ça la pratique. Mais c'est à chaque instant, c'est ici, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Et tout ça doit vraiment devenir votre quotidien, en fait. Alors, il y avait Anaïs qui disait aussi, depuis peu, je peux continuer juste ça, Abel, et puis je viens à toi. Depuis peu, j'ai découvert la méditation de pleine présence. Ça m'apporte encore plus que la pleine conscience. Je me sens plus alignée et plus stable. Magnifique, Anaïs, c'est chouette. Je connais pas la différence. J'ai jamais moi-même fait de pleine conscience, donc je ne sais pas. Mais je sais que tout ce que j'enseigne, de toute façon, s'en rapproche. Et en tout cas, pour moi, plus vous êtes présent dans l'instant, plus vous êtes présent en vous, plus vous vous sentez sécurisé, plus vous sécurisez votre enfant aussi. Et donc, il y a vraiment quelque chose à cet endroit-là. L'alignement et la stabilité dont tu parles, c'est ce dont l'enfant a besoin pour se sentir en sécurité. Et c'est là où il va sentir le lien et la connexion. Et c'est ce dont il a besoin. Ouais, super. Anaïs dit, ça aide beaucoup mon ado, en effet. Super, Anaïs.
Abel, dis-moi. Tu nous as raconté tout à l'heure cette histoire avec l'enfant où tu tournais autour du ballon. Mm-hmm. Et le moment où il y a eu cette vague de contraction, dilatation. Est-ce que tu as d'autres petits exemples comme ça, très concrets, qui permettent de voir comment ça se passe, ce passage? Je peux par exemple raconter un moment où j'ai vécu avec ma filleule et sa maman. On rentrait de vacances, ma filleule et moi, et sa maman venait nous chercher à l'aéroport. Et elles ont eu une discussion. J'étais à l'arrière de la voiture, je les ai laissées toutes les deux devant. Elles ont eu une discussion et elles se sont prises la tête. Elles n'étaient pas d'accord sur quelque chose et voilà, ça s'est enflammé très vite. Et du coup, j'ai joué à la médiatrice puisque j'étais là et je voyais très bien les points de vue de l'une, les points de vue de l'autre, et que je voyais bien qu'elles étaient chacune dans leur souffrance, dans les endroits douloureux, et que du coup, elles se rencontraient pas. Et je voyais bien que sa maman était devenue une petite fille qui était dans ses souffrances, et elle, ce qu'elle voulait, c'était une maman qui était là, en fait. Et donc, ça ne matchait pas, puisqu'il y avait deux petites filles qui étaient dans leurs blessures. Et à un moment, j'ai en effet dû dire à la maman de ma filleule, elle a besoin d'une mère. Et j'ai pas fait ça devant ma filleule, j'ai pris chacune à part. Mais à un moment, j'ai dû lui dire, tu ne peux pas rentrer dans tes histoires ici. Ce dont elle a besoin là maintenant qui fait qu'elle est si mal, c'est qu'elle a besoin d'une mère. Et donc en fait, ce qui se jouait très fort dans la relation, c'était que c'était ma filleule qui était souvent la mère, et c'était souvent sa mère qui était l'enfant parce qu'elle rentrait très vite dans son enfant blessé, au lieu d'être présente et d'être un roc pour sa fille. Et donc, son positionnement n'était pas juste. Son positionnement était un positionnement d'enfant qui forçait ma filleule à devenir contrôlante, à jouer le rôle de mère, qui n'est pas son rôle en tant qu'enfant, même si elle a 19 ans aujourd'hui, mais ça a été comme ça toute son enfance de toute façon, qui n'est pas du tout son rôle. Et donc, quelque part, la relation s'inversait et n'était pas du tout juste, et elle ne se rencontrait plus puisque c'était blessure qui rencontrait blessure. Et dès l'instant où j'ai dit ça à sa mère et qu'elle a compris, elle est revenue vers sa fille d'une façon tout à fait différente, et sa fille l'a accueillie et a explosé en sanglots dans ses bras, en fait. Parce que son positionnement intérieur et énergétiquement, elle avait changé d'endroit. Elle était sortie de sa blessure, sortie de son histoire de vouloir être aimée ou d'avoir droit au respect ou de n'importe quoi, et elle était enfin là pour sa fille. Et ça a permis à sa fille, du coup, à ma filleule, de pouvoir lâcher toute cette pression qu'elle avait, de elle devoir jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et qui était quasi de devoir rassurer sa mère, en fait. Ce qui n'est pas normal dans ce rôle-là. Et donc, des situations comme ça, il y en a plein. Et moi, je vois beaucoup de mamans qui vivent seules, d'ailleurs. C'est pas toujours évident. C'est peut-être plus facile pour des papas de se positionner, mais c'est pas sûr. Mais je vois en effet beaucoup de mamans qui vivent seules, qui viennent vers moi avec ce problème de je sais pas comment mettre un cadre à mon fils ou à ma fille. Je sais pas comment me positionner par rapport à mes enfants. Et qui, du coup, créent beaucoup d'insécurité chez leurs enfants parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes pleinement présentes et sont dans leurs blessures d'enfant et elles-mêmes n'ont pas la sécurité intérieure. Et donc, c'est vraiment important de se rendre compte de ça et de voir que l'enfant difficile ou l'enfant qui cherche des limites ou qui va tester, il ne va pas le faire parce que véritablement il veut tester. Il cherche quelqu'un de stable sur lequel s'appuyer, en fait. Mais il va tester parce qu'il a besoin de sentir est-ce que ma mère ou est-ce que mon père va tenir et donc est-ce que je peux faire confiance et moi lâcher. Et tant que l'enfant ne ressent pas ça, et ça peut être la même chose chez des enseignants, tant que l'enfant ne ressent pas ça, surtout si c'est des hypersensibles ou des hauts potentiels, ils vont aller taper à cet endroit-là parce qu'ils ont besoin de sentir cette stabilité pour pouvoir simplement se déposer, se laisser être, sentir en sécurité et pouvoir, eux, être pleinement dans l'expression de qui ils sont. Et pour moi, c'est ça qu'un parent doit offrir à un enfant. C'est ça qu'un enfant doit offrir à un élève. C'est ce positionnement-là. Qu'importe, en fait, ce qu'il dit dans la classe et ce qu'il lui enseigne après comme matière. Le plus important, c'est ce positionnement-là.
Parce que quoi qu'ils disent après, si ça part de cet espace-là, l'enfant a l'endroit, a toute la latitude pour aller lui chercher sa propre sagesse. Quand il a cette sécurité avec l'adulte, il a naturellement cette connexion avec l'être. Et donc, il peut aller chercher dans cette manne de sagesse universelle qui est disponible pour chacun, toutes les réponses auxquelles il a déjà accès. Et là, il sait qu'il est reçu pour qui il est. Oui. Il n'a pas besoin de faire quelque chose pour être aimé. Il est aimé parce qu'il y a cette sécurité et stabilité et que l'adulte est dans son être. Je pense que tout le monde peut comprendre ce dont il s'agit. Est-ce que tu peux développer ce petit moment de passage et surtout, parce que quand il y a une certaine distance ou quand tu es moins impacté tout de suite, c'est plus facile. Mais au moment où tu es dans le cœur de l'action et que tu es complètement impacté, pour beaucoup de gens, c'est à ce moment-là, au moment où c'est vraiment l'intensité de ça, que c'est très difficile s'il n'y a pas une voix extérieure qui vient comme tu l'as fait avec cette maman, mais comment tout seul, qu'est-ce qui peut aider à pas continuer et au moins prendre le recul et ensuite faire ce passage? Ce que je pense déjà, c'est ce que je disais, c'est il faut pratiquer dans des moments où il n'y a pas de tension. Ce qui est hyper important, c'est pratiquer à chaque instant dans son quotidien. Si la pratique devient un entraînement de chaque instant, il y a déjà plus de facilité à voir ces petits moments-là. Et puis, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est de voir que la contraction n'est pas quelque chose de mal fait, mais une invitation à revenir à l'expansion. Et donc, c'est important aussi de voir que dans le moment où je me fais prendre et que je réagis, il n'y a pas à se blâmer, je n'ai pas à me blâmer, mais j'ai à voir l'opportunité de ce qui se présente en fait à moi. Et donc l'opportunité de grandir. Et ça, c'est déjà hyper important parce que c'est une position qui change complètement de la culpabilité, je vis de la responsabilité. Et cette toute petite différence entre quelques lettres, culpabilité, responsabilité, il n'y a pas beaucoup de lettres de différence, mais énergétiquement, c'est un monde à part. La culpabilité va me maintenir dans mes vieux conditionnements et mes vieux schémas, et va me faire répéter et va engendrer plus de souffrance et va engendrer le jugement. La responsabilité va voir là où j'ai glissé, et là où j'ai glissé, j'ai l'opportunité de faire un arrêt, de faire arrêt sur image, retour en arrière, de voir ce qui s'est passé, de me dire ok, c'est là où j'ai glissé, c'est là où je me suis pris pour quelqu'un d'autre, c'est là où j'ai blâmé mon enfant, c'est là où c'était pas ok pour moi d'agir comme ça, d'apprendre de mon erreur et de choisir à nouveau. Et pour moi, c'est important de faire ça, d'apprendre à faire ça de façon rétroactive, c'est-à-dire de regarder en arrière quand il y a des moments comme ça, plutôt que de se blâmer, et d'apprendre. Parce que toute erreur dont j'apprends et avec laquelle je grandis n'est plus une erreur, mais un apprentissage. Et donc, pour moi, il y a quelque chose d'important à cet endroit-là. Et puis, plus je fais ça, et plus la durée entre ma réaction et le changement va se raccourcir. Parce que je prends l'habitude de tirer les enseignements et des apprentissages de chaque situation plutôt que de me blâmer. Et cette façon de voir, c'est la responsabilité. Me blâmer, c'est la culpabilité. Et c'est complètement différent. Et donc, ce qui va se passer, c'est plus vous pratiquez la présence, plus vous pratiquez de regarder en arrière ce qui s'est passé et grandir avec ce qui s'est passé, plus vous vous reconditionnez pour une autre possibilité. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de... on pourrait croire, Abel, que je ne réponds pas à ta question et que je ne donne pas le petit truc de l'instant, mais c'est parce que c'est pas un petit truc de l'instant, c'est comment je me reconditionne avec tout ce qui se passe dans ma vie pour que ces petits moments n'arrivent plus ou quasi plus, ou pour que l'instant de la réaction et du changement arrivent quasi ensemble. Et à certains moments, il n'y a même plus la réaction qui se passe, en fait. Mais tout ça ne va pas se faire en une semaine
en 6 semaines, ça va être un apprentissage et une pratique au quotidien. Et puis un jour, peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, vous allez vous retourner et faire « Ah, ben je réagis plus comme ça. Ah, mais cette réaction, quand mon enfant il fait ça, tiens, ça me fait plus du tout le même effet en fait. » Et pour moi, c'est ça du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est pas travailler à lâcher-prise et essayer de contrôler mes comportements. C'est en fait regarder tous les endroits où je contrôle, être OK avec ça parce que ça a du sens simplement parce que c'est là. C'est de regarder tous les fonctionnements et les rouages de ce qui se passe à ces endroits-là, apprendre de tous ces endroits où je glisse, où je dérape et où je ne suis pas dans ma nature et où je suis dans mon identité, dans mes contractions et mes douleurs, et apprendre de ça. C'est comme ça que je deviens responsable, que je grandis moi-même et que du coup les situations changent et que la relation change. Et 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, je me dis, ah ben, j'agis plus comme ça, je réagis plus comme ça, mon enfant ne réagit plus comme ça. Ah ben, en fait, ce truc-là a lâché. Et pour moi, le seul lâcher-prise qui soit, c'est celui-là. C'est celui qui se passe tout seul et que je vois sans même m'en rendre compte qu'il s'est passé. Et donc, pour moi, c'est ça le changement. C'est le reconditionnement par tous les petits choix que je fais au quotidien et à chaque instant, qui vont m'amener à devenir quelqu'un de différent, mais en fait qui vont m'amener à devenir qui je suis vraiment et qui vont m'amener à me sortir de ces blessures et de ces agissements conditionnés pour simplement être libre, d'être qui je suis et d'être l'instant comme il se présente en fait. Ça répond, Abel ? Oui, bien sûr que ça répond. Ce que j'entends aussi en même temps, c'est que ce que tu dis en filigrane derrière tout ça, c'est que jamais un enfant, quel qu'il soit, que ce soit notre propre enfant ou l'enfant dans une classe, ou que ce soit un compagnon, je parle pas d'enfant, mais que ce soit quelqu'un d'autre, jamais l'autre n'est responsable, n'est le créateur de ce qui se vit à l'intérieur. À l'intérieur, non, jamais. Non, vraiment. Souvent, il y a une confusion là-dessus, c'est regarde ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait. Mais c'est aussi une inversion, ça. Tout à fait. La responsabilité, c'est ça aussi, c'est de voir ce que tu as dit ou ce que tu as fait me fait revivre une souffrance qui existait déjà en moi. L'autre n'a pas la possibilité de nous faire souffrir, mais l'autre, par contre, est un détonateur ou un déclencheur de la souffrance qui vit déjà en moi. Ça, oui. Et donc, c'est de voir que l'autre, il est là, quand il y a souffrance, évidemment, il est là comme ce reflet, il vient déclencher par son action, par son mot, par ce qu'il dit, la souffrance ou la crispation qui se vit déjà en moi auparavant. Mais elle est là depuis des années, elle ne vient pas d'arriver, elle est là en général depuis l'enfance, voire même peut-être avant la conception. Et quelque part, l'autre était prévu dans ma vie à cet instant-là pour venir faire exactement ce qu'il a fait à cet instant-là, pour que je puisse moi-même entrer en contact avec cette contraction, cette crispation, et d'enfin la voir, en fait, qu'elle puisse être libérée et que je me retrouve libre dans ma nature à cet endroit-là. Donc, l'inversion, en quelque sorte, c'est de se rendre compte que si on a des enfants, la vie nous propose d'apprendre à être parents, en quelque sorte. C'est ça, exactement. Mais c'est un peu le titre de mon livre. Hein. Les enfants d'aujourd'hui font les parents de demain. C'est vraiment, ce sont les enfants qui nous apprennent à être parents et non pas nous qui éduquons les enfants. Et c'est vraiment, pour moi, je parlais d'humilité tout à l'heure quand je lisais la description de la conférence d'aujourd'hui. Pour moi, c'est l'adulte doit apprendre aujourd'hui à être humble pour se positionner à l'endroit juste dans la relation avec l'enfant. C'est-à-dire, je ne suis pas grand et je sais tout et toi tu es petit et tu ne sais rien et je te dis comment être et je te dis qui tu es. Non, ça c'est pas humble du tout. L'humilité en tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'enseignant, c'est reconnaître je suis, tu es, et ensemble on va découvrir ce que c'est de se rencontrer. Et je sais des choses, tu sais des choses, et de toute façon on est un, et qu'est-ce qui peut émerger de notre rencontre? Et pour moi c'est vraiment à cet endroit-là qu'on doit apprendre en tant qu'adulte à
Du coup, je vais juste l'agrandir, c'est qu'on a parlé de parents, là, mais en fait, ça va plus loin, c'est au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que à l'école, ou enfin, au collège ou au lycée, ou dans une situation d'enseignant, les enfants sont là pour nous apprendre à être enseignants en quelque sorte. Oui, c'est aussi un renversement qui est important d'avoir en tant qu'enseignant. Tout à fait. Et au-delà d'être enseignant, c'est comme au-delà d'être parents, ils nous apprennent à être. En fait, pour moi, là où ils nous appellent et ceux qui nous apprennent vraiment, c'est à lâcher le rôle pour simplement être et accompagner l'enfant de l'être, du coup. Parce que cet endroit-là n'est plus une possession, n'est plus une propriété, n'est plus non plus une responsabilité, c'est-à-dire que le bonheur de l'enfant, la réussite de l'enfant n'est pas ma responsabilité. La seule responsabilité que j'ai, c'est d'écouter de la vie et de donner à l'enfant la sécurité dont il a besoin et l'espace d'amour dont il a besoin. Comme simplement j'arroserais une fleur dans mon jardin et je lui donnerais la quantité d'eau dont elle a besoin pour elle-même fleurir. Et l'enfant, il a tout en lui pour fleurir. C'est une graine magnifique et il sait déjà tout. Il ne sait pas consciemment. Mais si vous l'arrosez tous les jours par de la présence, de l'amour et de la sécurité, votre enfant, il va fleurir tout seul. Et il ira exactement là où il doit aller parce que la vie sait. Parce que le programme est déjà écrit pour moi. Et donc, quand nous, on vient imposer notre volonté sur ce que l'enfant doit être, on le coupe en général de son mouvement naturel, on le coupe de la vie et on l'empêche de se développer de façon harmonieuse. Et c'est là, en fait, où on va créer des mal-être, en général, qui n'existaient pas auparavant. Du coup, ce que tu dis là, ça glisse sur le fait que le souci de beaucoup de parents, c'est que leurs enfants réussissent dans leur vie. C'est ça. En imaginant que pour réussir, il faut avoir des diplômes, il faut réussir à l'école, etc. Donc là, il y a il y a le même renversement qui est à mettre en œuvre aussi. Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'en général, c'est ce que leurs parents ont voulu pour eux. Et pour moi, là où l'enfant différent vient secouer son parent aussi, c'est que bien souvent, il vient le secouer à l'endroit où peut-être que le parent n'est pas lui-même qui il est vraiment. Peut-être qu'il n'est pas exactement à l'endroit de son épanouissement, mais il a fait les études que ses parents voulaient qu'il fasse. Il est devenu ce que ses parents voulaient qu'il soit. Il a l'argent et la sécurité financière qui aurait dû le rendre heureux. Et il n'est pas pleinement épanoui et heureux, mais quelque part il a tout bien fait. Mais il n'est pas dans sa vie. Il est dans la vie de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est intéressant aussi, je trouve que les parents viennent se questionner à ces endroits-là. Est-ce que je suis vraiment à l'endroit où j'ai envie d'être dans ma vie et est-ce que je suis à l'endroit du plein épanouissement de mon être? Et est-ce qu'en effet, la sécurité financière que j'ai ou la position que j'occupe dans l'entreprise dans laquelle je travaille, est-ce que c'est ça qui me définit et est-ce que c'est ça qui fait mon bonheur? Et pour moi, c'est des questions essentielles que l'enfant vient remettre en cause. Par exemple, quand il ne veut pas prendre le même chemin que celui que les parents ont pris, ou quand il ne travaille pas à l'école de la même façon, ou quand il vient remettre en question tous les ordres établis par la société, entre autres ceux que tu viens de nommer, ou alors qu'il ne réussit pas à l'école comme on aimerait qu'il réussisse, parce que là on se dit mais s'il fait pas ça, il va être malheureux. Moi je vois ça par exemple avec un enfant dont le papa a arrêté en 6e secondaire. Il a très bien réussi dans sa vie, il s'est toujours débrouillé, il a toujours trouvé des jobs et il a toujours eu la tchatch qu'il fallait pour développer toutes ses affaires. C'est un entrepreneur né, donc à chaque fois qu'il développait une affaire, si ça ne marchait pas, il lâchait, il en développait une autre et il y a toujours quelque chose qui marchait. Et donc il sait très bien qu'il ne faut pas nécessairement avoir fait des études pour réussir. Et pourtant, il est toujours en train derrière son fils, est toujours en train de lui crier dessus pour qu'il réussisse, pour qu'il bosse, pour que ci, pour que là. Et je me dis, mais c'est la personne la mieux placée pour savoir que c'est pas ça qu'il faut pour finalement être passionné dans la vie et puis avoir un job et suivre un chemin qui est le sien. Et pourtant, c'est quand même lui qui force son fils à aller dans une direction qui, je pense, n'est pas juste pour le fils, quoi. Et qui lui met une pression et qui fait que leur relation est parfois compliquée, quoi. Oui, mais ça met en évidence
une des dimensions du parent, c'est qu'il n'a pas envie que l'enfant traverse, il n'a pas envie que son enfant rame comme lui il a ramé, parce que d'une certaine façon, malgré tout ça, il a quand même ramé s'il a cette sensation-là de... Ouais, probablement, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que plutôt que que le parent se remette en question, et puis apprenne de son expérience de vie, il vient demander à son enfant de faire ce que lui n'a pas fait. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont se reconnaître en tant qu'enfants, en tant que parents là-dedans. Et c'est là où je pense que c'est vraiment important que le parent se remette en question par rapport à ses choix pour laisser libre son enfant de faire les choix que lui, il a envie de faire. Et est-ce que je vais peut-être juste prendre un moment, si tu es OK, pour lire. Il y a Yen qui a écrit Adulte, mes parents ne sont plus, je n'ai pas d'enfant, le chemin de la conscience d'avoir été l'enfant d'eux et d'évoluer dans cette relation dans l'accompagnement de toutes ces parts enfantines en moi et celles des autres. Pendant longtemps, je n'avais pas... Lis doucement, parce que comme les traductrices, on a tendance à parler plus vite quand on lit, et tout à fait. La traduction, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est pas très très clair pour moi. L'aspect de l'autorité est bon et juste vers l'extérieur, que si je suis juste avec toutes ces parts qui sont encore parfois pas vues. Je ne comprends pas tout. Merci pour la clarté de l'exemple que tu viens de nommer aussi, avec l'engagement à être sécure et stable pour l'enfant. Ok. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris, Yang, mais j'entends que ça a en tout cas fait des prises de conscience chez toi, et ça, j'en suis très heureuse. Et Dominique dit « Je retiendrai les mots pulsation, expansion, contraction pour progresser. Merci vraiment pour ta clairvoyance et ta transmission. » Yang dit « Il y a déjà tellement d'endroits entre adultes de n'être pas adulte et d'être dans ses blessures. C'est sûr. » Bernadette dit « Quand on est avec un enfant autiste, le fait d'être dans la présence aide à communiquer. » Et c'est une question. Mais c'est sûr, parce que moi je pense que les enfants autistes sont des enfants qui demandent une grande sécurité aussi, et demandent une grande assise en soi, et qui demandent à être rencontrés tels qu'ils sont. Et bien souvent, ce qu'on voudrait de tous les enfants qui sont différents, c'est qu'ils agissent comme nous, c'est qu'ils soient comme tout le monde. On a souvent du mal à accepter qu'un enfant soit différent, et tant qu'on veut que l'enfant soit différent de ce qu'il est, ben, ça engendre encore plus de tension chez cet enfant-là. Et pour moi, les enfants différents, ils viennent vraiment nous inviter à nous remettre en question par rapport à ce qui doit être et ne pas être. Par rapport même à ce qui est poli et pas poli, par rapport à dire bonjour ou pas bonjour, par rapport à quel est le moment pour crier ou pas crier, est-ce qu'il y a un moment pour ça, quelle est l'expression juste. Quelque part, chez les enfants autistes, parfois on peut voir un grand chaos dans l'expression parce qu'ils n'ont pas toutes ces injonctions que nous on a eues de qu'est-ce que c'est d'être un enfant bien éduqué, poli, ta. Eux, ils sont dans l'instant et dans l'expression qui est la leur. Et donc, c'est intéressant aussi de voir où est-ce qu'ils viennent nous titiller, à quels endroits. Et je suis convaincue que de toute façon, être dans la présence, quel que soit ce que l'enfant vit, est un bénéfice pour lui. Mais quel que soit ce que l'autre vit, est un bénéfice pour vous aussi. Et Paz dit... C'est tout le principe de la communication non violente. Quand tu dis ou fais ceci ou cela, voilà ce que je ressens. Oui, tout à fait. Et Dominique dit, j'avais adopté la phrase d'Annick de Souzenel, nos enfants sont nos maîtres, exactement, et ils viennent révéler nos faiblesses pour nous faire évoluer. Tout à fait, Dominique, tout à fait. Ok. Finalement, il n'y a pas que les enfants qui sont les maîtres. C'est que tout ce qui vient nous percuter, c'est notre maître aussi, même si c'est une simple mémoire. Bah, tout à fait, mais on peut même être beaucoup plus vaste que ça. Tout ce qui vient à notre conscience, c'est notre maître. Bah oui. Je veux dire, tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, tout ce qui s'est passé ces dernières années, tout ça, c'est notre chemin d'évolution, c'est notre ashram, c'est notre chemin d'éveil et de conscience. Et à partir du moment où j'arrête de croire que tout ça est extérieur à moi ou loin et que je vois tous mes conflits et toutes mes guerres intérieures ou tous mes virus
qui m'empêche d'être et de voir comment mon système immunitaire m'empêche d'être moi, voilà, je pense que tout, absolument tout, est une opportunité de grandir et mon attitude, notre attitude par rapport à tout ce qui se vit à chaque instant dans mon quotidien, c'est ça qui va faire la différence de est-ce que je suis en paix, est-ce que je suis l'amour que je suis ou est-ce que je suis justement un rôle où je me définis par quelque chose qui m'empêche d'être dans cette expression spontanée du moment. Et quand je dis est-ce que je suis l'amour, j'ai envie de préciser ça parce que c'est pas toujours clair pour les gens. On croit bien souvent que être l'amour, ça veut dire jamais de limite et dire oui à tout. Et c'est complètement faux. Et pas de fermeté surtout. C'est ça. Être l'amour, c'est parfois dire un vrai nom qui est coupant. Ah oui. D'accord, je dis, et c'est pas du tout ça. Pour moi, être l'amour, c'est parfois être très ferme, c'est parfois dire un vrai nom qui est coupant et tranchant par rapport à quelque chose, mais c'est pas être autoritaire, c'est être avant toute chose. Et ça, c'est vraiment une différence, et ça, c'est important de la noter. Il reste un quart d'heure, donc s'il y a des gens qui veulent profiter pour témoigner ou pour simplement poser des questions. Michel dit mon système immunitaire m'empêchait d'être moi. Est-ce que je peux expliquer davantage? Quand on a un virus, on a le système immunitaire qui se met en place pour nous défendre. Et donc, il y a un système de défense qu'on a tous développé d'une façon ou d'une autre, quelles que soient les blessures qu'on a pu avoir. Et donc, c'est intéressant de voir comment ce système de défense se met en place et comment ça nous empêche d'être pleinement dans notre expression du moment et dans la spontanéité de ce qui peut émerger. Comme l'enfant peut être, par exemple. Parce que, en général, d'ailleurs, les enfants, ils ont un système immunitaire qui est hyper développé. Et quand il y a un virus qui passe, ils mangent des cailloux, ils mettent leurs doigts en bouche, n'importe quoi, et ils tombent pas malades à chaque fois qu'il y a un peu de terre ou il y a un caillou qui est rentré dans leur bouche, pas du tout, parce qu'ils ont ce système immunitaire qui s'est développé, et donc ça fonctionne tout seul. Nous, il y a plein de coupures et il y a plein de choses qui fait que ce système de défense ne fonctionne plus. Je dois être aimée, je dois être une bonne fille, je dois être un bon fils, je dois être ci, je dois être là, je peux pas être ça. Et donc, tout ce système, quelque part, ne peut pas fonctionner pleinement parce qu'il y a toutes ces injonctions qui sont nées au travers de notre éducation, de nos conditionnements et de comment on s'est développé. Et pour moi, tout ça, c'est une opportunité de voir qui je me force à être et comment je laisse ce mouvement naturel de la vie s'exprimer. Et quand on est dans ce mouvement naturel de la vie, qu'est-ce qui est là? Il y a de la joie, il y a de l'amour, et donc en général, il n'y a pas tomber malade, par exemple, parce que il y a tout qui est fluide et qui se met et qui fait son travail de manière naturelle. Et donc c'est intéressant d'aller voir tout ce qui se passe, donc comme je le disais, de façon plus vaste dans le quotidien, et de voir aussi comment ça c'est mon maître à chaque instant, comme l'enfant l'est. Dans le quotidien, dans tout ce qui se vit, mais aussi de façon plus vaste, comme tu le disais, Abel, il y a aussi la guerre en Ukraine, il y avait le virus avant, il y avait, je sais pas moi, tout ce qui se passe d'autre aujourd'hui, et comment je me positionne et comment à chaque fois je suis là en connexion avec moi, assise dans mon être, et qu'est-ce qui émerge naturellement de ce positionnement-là. C'est une leçon importante aujourd'hui, justement, parce qu'il y a les élections en France et il y en a plusieurs qui vont être impactés par ce qui se passe. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, oui, en effet, mais aujourd'hui de manière plus vaste dans le monde. Et ça va de toute façon toujours être notre attitude par rapport à tout ce qui se passe et comment on se positionne et comment on voit qu'en fait, on est un être tellement libre qu'on a le choix à chaque instant de notre réaction. Et notre réaction ne sera pas toujours parfaite, notre réaction ne sera pas toujours non plus
la plus élevée à chaque instant, mais on peut apprendre de chacun de ces moments-là. Et en apprenant de chacun de ces moments-là, comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça qu'on reconditionne nos habitudes et qu'on reconditionne notre façon d'être pour constamment évoluer et grandir. Et donc, là où je trébuche, c'est toujours un nouveau chemin pour évoluer, en fait. C'est pas un chemin pour me flageller et me dire combien je suis horrible, mais vraiment un chemin de comment je peux apprendre de cet endroit où j'ai glissé. Pour moi, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Et le problème, c'est que comme cette étape est souvent pas vécue, et qu'on va davantage soit dans le blâme de l'autre, soit dans la culpabilité, et c'est pareil avec l'enfant, on va aller dans c'est l'enfant qui a un problème au lieu de c'est moi qui dois me remettre en question. Et à cet endroit-là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a à apprendre pour justement pouvoir faire un autre choix et un choix conscient qui ouvre vers une autre possibilité pour le monde. Et de voir que je suis ce changement, en fait, à chaque instant. Tout ce que tu partages, ça met en évidence que le rapport à l'éducation, c'est notre rapport à l'apprentissage, c'est notre rapport à soi-même, c'est notre rapport aux autres, c'est notre rapport au monde, c'est notre rapport à la vie. Tout est lié. Tout à fait. Je pense vraiment que si le monde est comme il est aujourd'hui, c'est pas par profond désir d'être mauvais, c'est par manque d'éducation, en fait. C'est par ignorance, mais pas éducation comme on fait à l'école, parce que pour moi, l'éducation à l'école, honnêtement, c'est vraiment n'importe quoi. Mais par manque d'éducation, c'est par ignorance de notre vraie nature. Si on savait qu'on est un avec tout et tous, on n'aurait pas ce rapport à la terre qui est celui qu'il est, on n'aurait pas ce rapport aux animaux qui est celui qu'il est, on arrêterait de croire ou de vivre qu'on est un être plus élevé, plus évolué qu'eux, et donc de les traiter de la façon dont on les traite, de piller les seuls, de faire souffrir les animaux comme on le fait, d'utiliser les autres êtres humains comme on le fait. Voilà, il y aura un autre rapport tant envers l'être humain. Tuer un autre être humain ne serait pas possible en fait si on savait qu'on est tous un. Et clairement, il y aurait une autre possibilité pour le monde. Donc, je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'on apprenne à compter. Je crois que ça vient tout seul et ça fait partie de l'évolution de l'être humain, apprendre à parler, à compter, à lire. Tout ça vient dans le fait de vivre son quotidien et vient au rythme de chacun. Et de toute façon, l'enfant est demandeur de ça au moment où c'est juste pour lui. Je crois que la véritable éducation, là où elle doit se passer, c'est au niveau de qui on est véritablement, en fait. C'est de revenir à notre vraie nature. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, par exemple, et que je participe à ce sommet avec vous, Abel, et puis que je fais tout ce que je fais de toute façon, parce que je pense que l'éveil de conscience est la chose dont on doit apprendre le plus, ou dont on devrait entendre parler et auquel on devrait être éduqué le plus, en fait, parce que c'est ça qui va changer le monde, c'est rien d'autre. C'est pas devenir qu'on devienne tous des ingénieurs et qu'on apprenne tous. Non, c'est d'être éduqué par rapport à notre environnement, en fait, parce que notre vraie nature, c'est le don, c'est la générosité, c'est le partage, c'est la collaboration, c'est l'amour. Et l'enfant, il est naturellement là-dedans, en fait, aussi. Il sent qu'il est aimé de façon inconditionnelle, il grandit comme ça parce que toute la nature grandit naturellement comme ça. Elle a son rythme, elle a sa danse, elle a son évolution, et il y a quelque chose de naturel qui émerge. Et donc, si on a ce contexte d'amour où on sait qu'on est aimé pour qui on est et pas pour ce qu'on fait, et qu'il y a cette sécurité qui est là dès la base, et qui est là dans la présence de l'adulte, que ce soit l'enfant, que ce soit le parent ou l'enseignant, il y a cette croissance naturelle, cette évolution naturelle de l'enfant qui peut se faire. Et dans cette évolution naturelle de l'enfant, il y a cette évolution naturelle de nous. Et j'ai envie de dire cette révolution, parce que chez nous, ça doit se revivre. Donc, il y a cette déformation et puis construction de l'être humain qu'on est vraiment, en fait, en tant qu'adulte. Tu avais
j'ai entendu que j'ai vu la petite vidéo où tu parlais du projet que tu voulais mettre en œuvre, qui va complètement dans ce sens. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est le temps d'en parler? Mais j'ai un peu, en toute honnêteté, j'ai un peu mis de côté parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis impliquée et parce que il y a un temps maximum pour chacun. Et je ne sais pas trop où j'en suis par rapport à ça, mais voilà, peut-être que ça inspirera quelqu'un d'autre. Et puis de toute façon, je suis sûre qu'il y a plein d'autres gens qui font des choses absolument magnifiques et peut-être même le même genre d'initiative que celle dont je parlais dans cette vidéo, en effet. Et parfois, j'ai plein d'idées et de projets. C'est pas toujours moi qui dois les réaliser. Parfois, c'est juste les nommer et pouvoir les donner au monde. Et il y a quelqu'un d'autre qui les met dans la forme. Mais oui, c'est vraiment cette idée d'avoir un espace pour les enfants, mais je crois qu'il y a des écoles, tu vois, quelqu'un dit, d'ailleurs ici, c'est ce qui peut être possible dans les écoles démocratiques, ce dont je parle, de confiance dans le rythme naturel de l'enfant et dans la croissance de l'enfant. Il y a d'autres écoles qui font ça, d'autres pédagogies aussi qui font ça. Ce qui est toujours intéressant dans ces écoles, moi je trouve aussi, parce que mon idée c'était d'avoir un espace où les enfants pourraient être déscolarisés et quelque part grandir dans ce rythme naturel. Ce qui est toujours intéressant dans ces espaces-là, c'est les adultes qui encadrent en fait. Parce que l'initiative de celui qui l'a créé... Ça a à nouveau fait une petite coupure. Là. Ça a coupé bien. Oui. Je dis ce qui est magnifique dans toutes ces pédagogies, dans toutes ces écoles, c'est que l'initiative de celui qui a créé ça et l'origine, que ce soit Montessori, Freinet, Steiner ou tout ça, l'origine de tout ça est toujours absolument magnifique. Ce qui se passe, c'est que ceux-là, ils sont plus là, ils sont morts. Et puis, il y a l'évolution de chaque être humain qui participe à ces écoles. Et en fonction des conditionnements de chacun, soit il va y avoir une pleine application de ces pédagogies parce que l'adulte est lui-même dans cette liberté et donc il va pouvoir véritablement l'encadrer, la permettre, la soutenir, ou alors il est lui-même encore dans des conditionnements, dans lui ses propres rythmes, il ne s'est pas remis en question et il croit toujours qu'il enseigne quelque chose plutôt que être ce quelque chose. Et du coup, ça vient mettre une limitation à cet endroit-là. Et dans l'espace que peut-être je créerai un jour ou pas, je ne sais pas du tout, ou qui se créera un jour ou pas via d'autres, ce serait d'amener ça et que les personnes encadrantes soient eux-mêmes sur ce chemin de conscience pour qu'il n'y ait pas de différence entre l'enfant et l'adulte, en fait. Que l'adulte soit juste cet espace de sécurité et de présence et cet encadrement pour pouvoir soutenir les actions de l'enfant, en fait, et que l'enfant puisse apprendre en se disant, par exemple, j'avais dans l'idée, peut-être que l'enfant, il veut apprendre l'astrophysique, et donc, ok, qu'est-ce que tu veux faire si tu veux apprendre ça, et d'aller voir sur le net, et puis de se mettre en contact peut-être avec des astronautes ou des trucs retraités aux États-Unis, qui est une communication qui se passe, qui est comme un enseignement, une transmission directe, et qu'on voit qu'en effet, les gens, les personnes plus âgées ont un savoir, ont une sagesse, ont une expérience, une maturité, et que naturellement, ils peuvent être des apprenants pour les enfants, et qu'il y ait des rencontres qui se passent, et que ce soit dans la rencontre et dans l'expérience de l'instant et de ce qui se vit, et non pas dans un enseignement cadré sur un banc avec des gens qui doivent répéter la même chose tous les jours et écrire dans leur cahier et être sage et calme, mais que ce soit dans cette expérience de la rencontre et de ce savoir et de ces transmissions directes qui est quelque chose qui se passe. Et peut-être que l'enfant continue, peut-être qu'il y a un voyage qui se crée, peut-être que du coup, il doit créer des projets, des actions pour ramasser de l'argent, pour pouvoir aller aux États-Unis ou pour faire venir cette personne ici. Et qu'il y ait tout ça, en fait, cette dynamique d'être et de créer et de rencontrer, et que la transmission soit directe plutôt, et que ce soit à la demande de l'enfant plutôt que ce soit un déversage d'un savoir qui n'a pas demandé, en fait, et dont il s'en fout. Et donc, voilà, de créer des espaces en même temps, tu as tellement d'enthousiasme en même temps que tu parles, je sens que tout le monde se lève, là. Oui, c'est ça, Anaïs, qui dit créer l'espace pour que l'enfant puisse laisser libre cours à sa curiosité naturelle. Oui, oui, oui.
besoin d'avoir fait un beau chemin pour accompagner l'enfant. Ben oui, mais comme je le dis, je vous disais au tout début de cette conférence, le titre de la conférence, c'était être parent ou enseignant, un chemin d'élévation spirituelle pour tous. Imaginez si dans les écoles d'enseignants aujourd'hui, au lieu de croire qu'ils doivent enseigner à des enfants, on leur apprenait que leur chemin, ça va être d'évoluer spirituellement avec l'enfant et qu'il y ait un apprentissage qui se fasse, mais dans notre espace, d'une autre façon. Et surtout dans ces pédagogies alternatives, je trouve qu'il devrait y avoir un véritable chemin spirituel dans le processus d'enseignement de ces pédagogies différentes pour chaque personne, en fait. Ça me semble essentiel parce que sinon, ils enseignent une pédagogie différente, mais dans l'endroit où eux-mêmes ne sont pas différents et ne sont pas à cet endroit-là, où il y en a qui le sont certainement, mais pas tous. Et donc, ça vient limiter la pédagogie qui est enseignée. Et du coup, enfin voilà, je trouve qu'il y a encore mieux à faire. C'est déjà magnifique qu'il y ait tout ça, en fait. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir dans tout ce qui est, qu'est-ce qui peut être amélioré? C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure. Quand je glisse à un endroit où je réagis plutôt que d'être dans la fluidité du mouvement et dans l'amour directement, ben, il y a toujours quelque chose à apprendre, en fait, dans cette crispation, dans cette contraction-là, ou dans cette limitation qui est là. Il n'y a rien qui est mal fait. Il y a juste quelque chose qui est montré et une possibilité d'aller encore plus loin. Et comment aller encore plus loin? Comment ça peut se dessiner? Et c'est ça qui est toujours intéressant, c'est d'être à ces endroits limités et de se dire, OK, ça c'est une limitation, c'est un endroit où on se rencontre pas, mais qu'est-ce qu'on fait avec et comment on fait pour avancer avec ça? Parce que je suis convaincue qu'on ne doit pas toujours tous être d'accord, surtout pour être dans l'amour, en fait. Mais la question à se poser, c'est OK, et comment on fait pour vivre avec nos différences alors? Parce que on est tous différents. Et le problème de nos sociétés, je trouve, c'est que on croit qu'on devrait tous penser de la même façon pour avancer dans la même direction. Non, je crois que c'est toutes nos différences qui font la richesse et qui fait qu'on va créer quelque chose de différent. Et à un moment, on saura par où avancer. Mais si on met déjà la direction d'emblée, on dit on doit avancer par là, et comment on se coupe les ailes, toi, moi, lui, elle, pour rentrer dans la boîte, pour aller dans cette direction, ça va jamais marcher, en fait. C'est comment je m'aligne à qui je suis avec ma différence et comment avec ma différence et les endroits où on ne se rencontre pas, on grandit et on apprend et on découvre un nouveau chemin où chacun va être pleinement qui il est. Et pour moi, c'est ça, en fait, être parent ou être enfant ou être en relation ou être en société ou être en couple ou être... enfin, voilà, quoi. Si nos politiciens pensaient comme ça, je pense que notre monde serait bien différent de ce qu'il est. C'est sûr. Écoute, là, il reste, c'est le temps. Il reste quelques secondes. Ouais. Mais il y a aussi le temps de la transition. Donc, oui, c'est ça. Armelle, je te remercie énormément. Avec un immense plaisir, Abel. Merci à toi aussi de m'avoir invité. Partage, de toute cette énergie, de toute cette dynamique, de toute cette conscience. Merci. Et puis, Inch'Allah, ça continue tous ensemble. Et là, on a l'occasion d'accueillir Ashti qui vient, enfin, elle qui est québécoise au départ, mais qui voyage beaucoup. Et Ashti va nous montrer comment, selon la lune dans le thème, alors je ne sais plus exactement c'est quoi, mais c'est elle la spécialiste, nous met en évidence qu'il y a des façons de vivre et d'apprendre totalement différentes. Et souvent, on n'entend pas parler de toutes ces façons et c'est assez magique de voir ça. Super. Parce que c'est déjà écrit qu'il y a tellement de façons d'apprendre et d'être tellement différentes. Donc là, il y a une petite minute de transition. On va rester sur le français. Donc, vous restez... Juste dire un immense plaisir à Marie-Bernadette, Anaïs, Pascalou, Marie-Agnès, Catherine, Dominique pour vos petits commentaires et avec vraiment un grand plaisir pour tout ce qui a été partagé. Merci à vous d'avoir été là aussi. Merci Armelle, merci. Salut Abel, à bientôt. Merci pour ton invitation.